trouverons un chemin où nous en créerons un. L'éléphant reste aujourd'hui le plus grand des mammifères terrestres. Derrière cette masse imposante se cache une créature fascinante et intelligente. Si les premiers liens avec les hommes furent basés sur la méfiance, voire la peur, de par la dangerosité du pachyderme, l'éléphant s'est révélé dans le temps un fidèle allié. Il est à la fois un arpenteur et un géographe, traçant des routes au travers des forêts vierges, permettant ainsi aux futures générations de les emprunter lors des transhumances. Ces voies royales sont des sentiers pour les hommes, permettant de franchir les barrières naturelles des jungles sombres et impénétrables. Selon la théorie de Dan Kuhl, un expert européen en matière d'éléphants, et les travaux d'Eric Sigliano, ces voies ont permis à l'Homoninis, les grands singes et le genre Homo de sortir des forêts primaires d'Afrique pour atteindre la savane et conquérir le monde. Encore aujourd'hui, deux grandes espèces subsistent, celle d'Asie, anciennement appelée indienne, et celle d'Afrique. Celle d'Afrique est subdivisée entre les éléphants de la savane et les éléphants de la forêt. Ces deux grandes espèces, d'Afrique et d'Asie, se différencient par leurs caractéristiques anatomiques. Donc les éléphants d'Asie et d'Afrique sont assez différents. D'abord en taille, l'éléphant africain est plus gros. Il a un front fuyant, alors que l'asiatique a un front droit et avec deux bosses sur le sommet du crâne. Il a aussi, l'éléphant d'Afrique a deux doigts au bout de la trompe, alors que l'asiatique n'en a qu'un. L'éléphant africain de brousse, c'est un animal qui est beaucoup plus exposé au soleil. Et comme l'éléphant refroidit son sang avec toutes les petites veines qui se trouvent dans les oreilles, il a donc des oreilles beaucoup plus grandes. Si on compare d'ailleurs, souvenez-vous, pour les plus anciens, que les mammouths avaient des oreilles toutes petites parce qu'ils vivaient dans des zones fraîches. Donc les oreilles de l'éléphant sont directement en fonction de l'endroit de son biotope. Les autres différences entre... Alors l'asiatique, il a le dos rond. L'africain, il a le dos creusé au milieu. Ils n'ont pas non plus le même nombre d'ongles, puis à peu près. Les Africains ont une peau un peu plus granuleuse aussi, celle des Asiatiques est plus lisse. Il semblerait l'éléphant africain soit plus intéressé par la nourriture en fait. L'éléphant il est fâché, il veut vous tuer, vous lui sortez des bananes, ah mangez banane, il a oublié qu'il voulait vous tuer. Alors que l'Africain, l'Asiatique va vous tuer, puis après il mangera les bananes. Donc c'est des animaux extrêmement sensibles, ils ont tous une personnalité, ils se ressemblent beaucoup les éléphants, mais à l'intérieur ils sont très 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 différents. Et donc on interagit avec un éléphant vraiment en fonction de sa personnalité, qu'il faut du temps pour connaître et comprendre. Et nous, l'entraînement des éléphants sert aussi beaucoup à ça, à connaître nos animaux. C'est un peu comme une classe. Donc vous allez Ikeo par exemple, avant de devenir maman, elle était un petit peu... il lui arrivait d'être un peu nerveuse, de ne pas vouloir faire des choses. Maintenant, elle a vraiment gagné en maturité. Tout ce qu'elle ne voulait pas faire avant, elle le fait très tranquillement, très sereinement. Donc ils ont des périodes de leur vie comme nous qui changent et leur comportement peut changer. Et c'est très intéressant de les entraîner comme ça. Et on sait ce qu'il est de leur personnalité à un moment donné. En Afrique, on a très peu domestiqué l'éléphant, à ma connaissance. Alors il y a bien sûr l'histoire d'Hannibal, et sinon, à la période coloniale en Afrique, il y a des cornacs vietnamiens qui sont allés dresser des éléphants en Afrique. Et ensuite, même actuellement en Afrique, il y a des safaris qui sont organisés à dos d'éléphants, un tout petit peu pour aller visiter, je crois, les Victoria Falls. Et notre ami Dan, l'expert suédois, était allé entraîner des éléphants fraîchement capturés et qui depuis ont fait le job, je crois. Cet animal majestueux et noble reste indépendant et autonome, même domestiqué. À ce sujet, une équipe de biologistes et de linguistes de l'Institut Max Planck viennent de découvrir que l'éléphant sauvage est l'une des rares espèces connues à présenter des signes d'autodomestication. Ce phénomène n'a été observé auparavant que chez l'homme et le bonobo.
Ces chercheurs ont constaté que les 3 espèces ont des comportements similaires et partagent certaines caractéristiques sociétales. En effet, comme les bonobos et les humains, les éléphants jouent et ont une véritable adolescence. Ils s'occupent également de la progéniture des autres membres du groupe. Les éléphants sont donc des êtres sociaux, ils font d'ailleurs preuve de retenue dans leur pulsion agressive envers les autres. Éléphant d'Asie ou éléphant d'Afrique, l'animal fut domestiqué par l'homme il y a environ 4500 ans dans la vallée de l'Indus. Plus tard, lors des guerres romaines et carthaginoises, les éléphants furent utilisés, notamment par le général Hannibal Barca, lors de sa fameuse traversée des Alpes. Il existe encore aujourd'hui des doutes sur la provenance asiatique ou africaine des éléphants d'Hannibal. Il y a 3 théories globalement. Alors il y a un éléphant qui aurait existé en Afrique du Nord et qui n'existerait plus maintenant. Il y a l'éléphant d'Afrique, mais de forêt, qui est plus petit. Et il y a l'éléphant d'Asie qu'Hannibal aurait pu se procurer d'une façon ou d'une autre, en fait, parce qu'Alexandre connaissait déjà, bien des années auparavant, il connaissait déjà cet éléphant-là, parce qu'il l'avait rencontré en Inde, ils en avaient rapporté, il y avait des échanges commerciaux. Et donc à ce moment-là, les éléphants d'Asie étaient plus gros que ceux qui étaient utilisés depuis l'Afrique, qui étaient vraisemblablement des éléphants de forêt. Il n'a pas été possible de retrouver de squelette à ma connaissance. Donc voilà, il y a ces 3 théories-là. En tout cas, c'est des éléphants qui ont connu la même aventure grandiose et terrible qu'Alexandre. Il en a perdu, il est parti avec je dirais une grosse quarantaine d'éléphants, une dizaine seulement sont arrivés. À la fin, il n'en avait plus qu'un seul à une défense, dont le nom signifiait Perse, je crois. Les éléphants, il faut bien se dire une chose, ils étaient utiles au début quand ils impressionnaient les gens qui ne les connaissaient pas. Les Romains ont très vite su comment les combattre, en particulier en utilisant des cochons qu'ils enduisaient de poids avant de les enflammer et de les lâcher hurlant vers les éléphants qui à leur tour paniquaient et écrasaient leurs propres troupes. Et à ce moment-là, les Cornacs avaient un petit marteau et un ciseau pour sectionner la moelle épinière de l'éléphant et tuer net le pauvre animal avant qu'il ait tué trop de gens de son camp. Si l'utilité des éléphants dans les techniques militaires se diffusa rapidement dans le reste de l'Asie, et notamment au Cambodge, il n'en reste pas moins que l'animal est perçu par les populations asiatiques comme un animal mythologique. Nous pouvons évoquer Ganesh, ou encore Airavata, magnifique éléphant blanc représentant la monture céleste du dieu Indra. Dans la mythologie, Indra est le dieu du ciel, du paradis, de la foudre, des orages et de la pluie. Airavata est représenté certaines fois avec une tête et 4 défenses, ou 3 têtes et 6 défenses. Indra, qui est le dieu suprême à l'époque védique. Or, il faut savoir que ces dieux de l'époque védique, à partir de 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 500 avant Jésus-Christ, des dieux comme Indra, comme Brahma, vont se trouver rétrogradés en importance au moment de l'hindouisme classique, 500 avant Jésus-Christ. Brahma, c'est ni plus ni moins celui qui met en œuvre la décision de Vishnu. Et Indra, dieu majeur qu'on ne représentait même pas, va se trouver être représenté. Et représenté avec quoi ? Avec sa monture. Et sa monture, c'est Airavata. Airavata qui garde les portes de Svarga. Svarga, en Khmer Sou, c'est le paradis. Le paradis. Et donc, cet éléphant blanc aux 4 défenses va devenir un élément majeur. Il est représenté d'ailleurs sous la forme de 2 éléphants en Kotrov. On voit Indra avec ces 2 éléphants à côté. Éléphant blanc, alors l'éléphant blanc, c'est devenu une légende khmer. Tout le monde parle de cet éléphant blanc, ici et là, à propos de la construction de tel ou tel temple. En même temps, l'éléphant blanc pénètre dans le bouddhisme. L'éléphant blanc, dans le bouddhisme khmer, c'est le porte-bonheur, ce qui annonce la bonne nouvelle. La reine Maya, la mère du futur Bouddha, avant de donner naissance au Bouddha, voit en songe un éléphant blanc qui volette, représenté généralement dans les pagodes avec une fleur de lotus à la trompe. Et ça, c'est un motif qui est très fort en Khmer. D'ailleurs, ces éléphants blancs, et souvent roses aussi, n'y voyez aucun mal là-dedans, sont très représentés sur les portes de pagodes.
Selon la légende, Indra a pour ennemi Vitra, le dieu de la sécheresse et de l'immobilité. Un jour, ce dernier arrêta l'écoulement des eaux et de la pluie. À l'aide de sa trompe, Airavata vint à la rescousse en buvant toute l'eau des régions inférieures du monde pour la projeter sur les nuages qui se mirent à pleuvoir grâce à l'intervention d'Indra. Cette pluie bénite fit le lien entre les mondes des cieux, de la terre et des souterrains, c'est-à-dire le lien entre les mondes des dieux et des hommes. Le démon Vitra fut ainsi pourfendu par Indra et son brave éléphant Airavata. Ce mythe est connu et respecté au Cambodge, si bien qu'un éléphant est davantage respecté qu'un autre animal. Par conséquence, il ne se capture pas comme un sanglier ou un buffle. Cette capture est ritualisée pour ne pas froisser les dieux. Il y a une présence de l'éléphant, présence physique du pachyderme, bien entendu, mais aussi une présence mythique. Et cette présence mythique, pour s'en faire une petite idée, il faut penser à la thèse de Ellul, le coutumier des capteurs d'éléphants dans l'ouest cambodgien. Ellul décrit la minorité Khoi. La minorité Khoi, qui est une minorité importante, pas loin de 300 000 personnes vivant dans l'actuelle Thaïlande, dans les régions de Preavihi, Kampong Throm et le plateau de Kulen. La minorité Khoi, au Cambodge, eh bien, ce sont des grands capteurs d'éléphants qui s'occupent naturellement de prendre les éléphants sauvages, de les dresser et de les utiliser pour différents travaux. Ce coutumier des capteurs d'éléphants est extrêmement précis. On n'attrape pas un éléphant comme on attraperait un sanglier ou une chèvre, pas du tout. L'éléphant a une personnalité quasiment divine. Il faut se ménager le dieu en question. Donc, il y a tout un rituel extraordinairement précis décrit par Ellul dans sa thèse qu'il a écrite, je crois, en 1983, un rituel extrêmement précis qui permet, de ce point de vue-là, de passer par ces différentes étapes. Alors, il y a un phénomène important. On retrouve également dans la région de Mondulkiri, ça a été très bien décrit dans une série de contes, le mythe de l'éléphant. L'éléphant est un dieu. On ne peut pas laisser l'éléphant se reproduire en captivité. C'est un point absolument essentiel. Il faut donc capturer l'éléphanto sauvage, le dresser, et là, eh bien, naturellement, on peut l'utiliser. Alors ça, ce serait un peu l'arrière-plan mythologique. L'arrière-plan mythologique que l'on retrouve chez les minorités, nul doute qu'on le retrouvait à l'origine chez les Khmers. Est-ce qu'on a des traces chez les Khmers proprement dit? Les minorités, qu'elles soient Tampoen, Jara et Phnom Khoi, jusqu'à une date très récente, aujourd'hui encore, on a cette textualité. Chez les Khmers, qu'est-ce qu'on a? Chez les Khmers, on a quelque chose de très très intéressant sur lequel on n'a jamais insisté. Il y a un roi du 9e siècle, début 10e, fin 9e plutôt, qui s'appelle Jayavarman III. Alors le pauvre Jayavarman III, il a été bien mal inspiré d'être le fils du roi Jayavarman II, qui est le créateur de la royauté angkorienne, d'une façon réelle, mais aussi surtout mythique. Ce fameux roi Jayavarman III, il n'a pas laissé grand-chose dans l'histoire. On n'a pas toute une geste héroïque caractérisant ses exploits à propos de Jayavarman III. Par contre, chose très très intéressante, on a 5 inscriptions. 5 inscriptions qui décrivent des chasses à l'éléphant sauvage. La chasse royale de l'éléphant sauvage est un sport vraiment très pratiqué. Or, d'accord, on peut se poser la question de savoir pour quelle raison ce roi dont on ne parle pas ailleurs, eh bien, est connu pour ses chasses à l'éléphant. Alors ces chasses à l'éléphant, on a réussi à démontrer qu'il y a 2 choses dans cette inscription qui relatent tout cela. La première chose est liée à la chasse proprement dite, la deuxième au phénomène de propriété. Affirmation, légitimation d'une propriété. Comment, pourquoi? Et là, on tombe dans un point très intéressant qui est central dans la civilisation khmère. Le roi, Jayavarman III en l'occurrence, quand il va pratiquer sa chasse à l'éléphant, il se déplace avec sa cour tout entière et son administration. Bon. Pour aller où? Eh bon, pour aller à la lisière du monde civilisé. L'éléphant, on ne le trouve pas dans les rizières. L'éléphant, on le trouve dans les forêts. Les forêts, c'est l'inconnu. Donc ce roi se déplace avec sa cour, déplace en quelque sorte, symboliquement, sa capitale.
puisque tout le monde et tout ce qui compte va avec lui. Et on pratique cette chasse à l'éléphant. Alors, Aymonier, Étienne Aymonier, que tout le monde méprise, mais que personne ne cite et que tout le monde a pillé, consciencieusement pillé, raconte une histoire dans le Cambodge ancien. Il s'agit d'un modeste bûcheron Khoi, de l'ethnie Khoi, dans l'ouest du Cambodge, qui va aider un roi ancien, pas exactement lequel, le roi, va aider le roi dans sa chasse à l'éléphant. Il va si bien l'aider que le bûcheron Khoi, le Quidam, en plus une minorité, petite minorité ethnique, il n'est même pas khmer, qui rend visite au roi, à Angkor, va devenir d'un coup dignitaire. Comment ça se passe? La région dans laquelle, et là c'est très important, cette chasse a eu lieu s'appelle Sangha. Sangha, c'est un district qui, dans la région de Suren. Suren et Buriram, ce sont des terres khmères qui se trouvent aujourd'hui en territoire thaïlandais. Sangha, et il va recevoir du roi la dignité de Sanghapura. Sanghapura, Pura signifiant la ville, la cité. Autrement dit, il y a une leçon politique à tirer de cette légende. La première, un simple quidam, individu sans importance d'une minorité ethnique du jour au lendemain, se retrouve, parce qu'il a rendu service au roi lors d'une chasse royale, se retrouve dignitaire. La deuxième chose, c'est que le roi atteint la lisière de son royaume. Autrement dit, des terres qui appartiennent, disons, au relève de cette civilisation, la lisière, c'est l'inconnu, c'est la forêt. Autrement dit, le roi va, par cette chasse à l'éléphant, réaliser la jonction entre les deux, entre le connu, terre cultivée, rizière, et l'inconnu, ce qu'on appelle en khmer d'ailleurs pour la rizière Srae et la forêt Prey, qui est une grosse opposition que l'on retrouve dedans. Et la troisième chose, c'est ce que l'on appelle la dénomination. Il donne un nom à cet endroit-là, par le biais de la chasse à l'éléphant. Alors tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Comment connaît-on tous ces épisodes? Ces épisodes, on les connaît à travers des inscriptions. Des inscriptions, il y en a de plusieurs sortes, de plusieurs types. On a d'abord des inscriptions royales. Bon, autrement dit, qui émanent directement de la volonté du souverain. Ça, ce ne sont pas des inscriptions royales, c'est ce qu'on appelle des sakha. Sakha, qu'est-ce que c'est? Ce sont des inscriptions qui précisent l'origine et l'histoire de la possession d'une propriété foncière. Elles n'émanent pas du roi, elles émanent de familles. Et ce sont précisément ces familles qui vont utiliser le déplacement du roi pour prouver une relation avec le roi. Donc ces inscriptions qui racontent cette chasse et ces chasses royales d'éléphants sont fondamentales. Ça ne veut pas dire que les chasses royales d'éléphants n'ont pas eu lieu, elles ont bien eu lieu, et elles avaient lieu plus souvent sans doute qu'on ne pense. Mais maintenant, ces familles utilisent ces chasses pour promouvoir leur possession sur une terre bien particulière, dans un pays où il n'y a pas de cadastre, où il n'y en a jamais eu. On va donc proposer un rôle de cette famille et une domination. Alors autrement dit, on a un double mouvement. D'abord, le roi, par cette chasse à l'éléphant sauvage, par la chasse, il faut dire, capture, dressage, et on relâche ensuite l'éléphant. Capture, dressage, et on le relâche. Le roi, par cette chasse, va faire reculer, d'abord va augmenter la taille du domaine royal, et va faire reculer la limite entre la rizière et la forêt, entre le connu et l'inconnu. Et en même temps, pour les familles, à ce côté spatial va s'ajouter quelque chose de temporel. Le passé et le présent, conjoindre passé, l'époque de la chasse où le roi a connu les familles en question, et présent, affirmation d'une propriété, d'une souveraineté sur un territoire donné. Voilà comment ces chasses de Jayawarman III vont permettre et vont jouer un rôle politique éminent. Alors pourquoi l'éléphant? L'éléphant, c'est quand même très simple. L'éléphant est dans la forêt, l'éléphant sauvage. L'éléphant sauvage peut devenir un éléphant domestique. Il devient effectivement un éléphant domestique. L'éléphant sauvage capturé devenant éléphant domestique permet la création de ce mythe des chasses royales. D'un côté, étendre le domaine royal,
créer véritablement une propriété et domestiquer un territoire. Voilà. La domestication de l'éléphant a permis la découverte de nouveaux territoires. Car c'est à dos d'éléphant que l'homme a traversé aisément les forêts les plus inextricables. L'éléphant arpenta et délimita ainsi les territoires royaux, en particulier ceux de l'Empire khmer. Auguste Pavie, explorateur, diplomate et haut fonctionnaire, a permis d'identifier ces territoires, avec pour chacun leur ethnie. Les pratiques ancestrales du peuple khmer vis-à-vis des éléphants ont donc duré plusieurs siècles. Elles vont perdurer en réalité bien plus tard qu'on ne le croit. N'oublions pas que ces minorités ethniques, on les connaît depuis combien de temps? Ces territoires, c'est Pavie qui a commencé à les exploiter fin 19e, début 20e. Il n'y a pas entre le Cambodge angkorien et le Cambodge du 20e une grande différence de ce côté-là. Les choses elles vont commencer à changer véritablement aujourd'hui, elles vont commencer à changer au 20e siècle. L'éléphant était toujours incroyablement utilisé il n'y a pas si longtemps. J'ai vu des photos de la résistance Khmer Rouge dans les années 80, dans les parties périphériques du Vietnam, où on voyait des militaires Khmer Rouges à dos d'éléphants. Ça existait encore. Bon, les choses elles vont commencer à changer véritablement aujourd'hui. Et elles vont commencer à changer à partir des années 90-2000. Là, il y a une modification réelle, avec une augmentation de la population, une fin de ces terres finalement sauvages et une marginalisation de ces pratiques particulières. Là, il y a une grosse différence. Ces pratiques ancestrales marginalisées continuent encore aujourd'hui, notamment grâce à l'association Airavata, qui travaille à la préservation des éléphants avec l'une des ethnies de la région du Ratanakiri. Cette association a pour volonté de conserver ces traditions le plus longtemps possible avec l'aide des Kornak. Tous nos Kornak et une partie de notre personnel, ils sont issus de l'ethnie Brau. C'est les gens qui vivent autour de chez nous. C'est une des 12 ethnies de Ratanakiri. Les Brau sont donc des animistes. C'est des gens qui, jusqu'il y a très peu de temps, avaient un contact intime avec la nature. Bon, la nature au Cambodge, elle a pas mal souffert. Et donc, c'est des gens qui savent des fois plus trop sur quel pied danser. C'est aussi un moment charnière, en fait, où les Cambodgiens sont de plus en plus présents ici. Les gens parlent de plus en plus cambodgien, ce qui n'est pas mal en soi, hein. C'est important qu'ils se sentent partie prenante du pays. Par contre, ils ont tendance à vouloir cacher. Des fois, ils ont un petit peu honte de leurs origines, de leurs traditions, de la façon dont ils s'habillaient jusque-là. Et donc, nous, à Airavata, on essaye de les convaincre du contraire. Justement, on a des visiteurs qui viennent de l'autre bout du monde pour découvrir non seulement les éléphants, mais la culture de nos Kornak. Et le fait qu'ils sachent qu'un gars de 52 kilos sache maîtriser un animal de 5 tonnes, c'est un motif légitime de fierté, surtout quand c'est fait avec habileté et avec bienveillance. Et donc moi, c'est des gens... Alors, je suis à Ratanakiri depuis longtemps, j'y viens depuis milieu des années 90. Je connais bien les gens des minorités, mais avant, j'étais plus chez les Djarai et chez les Kachar. Les Brau, c'est plus récent, c'est depuis 8 ans qu'on est ici à Katir, donc il faut apprendre à se connaître. C'est des fois compliqué au début parce que c'est des gens qui n'ont jamais à travailler autrement que dans les champs ou alors avec leur éléphant dans la forêt à chasser. Donc apprendre à respecter des horaires, des contraintes, c'est pas simple. Donc il faut du temps pour se connaître. Il y a eu des hauts et des bas. Maintenant, on a une forme d'équilibre dont je suis assez content et fier. Vous avez pu le voir. On rigole beaucoup, on s'amuse beaucoup. Voilà. On essaye d'être professionnel, mais de jamais perdre de vue que c'est bien d'être ensemble, de plaisanter ensemble. Voilà. Si l'association Airavata a intégré l'ethnie Brau, elle parraine également les villages avoisinants en adoptant un volet social dans ses activités au quotidien. Et maintenant, on travaille en bonne intelligence avec les 3 villages qui sont autour, qui commencent à comprendre l'intérêt de conserver cette forêt. À Airavata, nous avons un volet social aussi, où on est venu avec des médecins. On a un projet avec l'université dentaire de Nantes. Donc on fait des petits... Et puis, on a des amis qui sont dans les affaires à Phnom Penh.
Et de temps en temps, ils ont des choses qu'ils ne peuvent plus vendre. C'est ainsi qu'on a récupéré 5000 bouteilles de shampoing qu'on a distribuées à tous les gens autour de chez nous, qui ont maintenant les cheveux les plus soyeux du Cambodge grâce à Pétrolade, marque française. Donc on essaie de vivre en bonne intelligence, de ne pas être vu comme des gens qui s'amusent, des gens riches qui s'amusent avec leurs éléphants dans la forêt. Maintenant, on voit que les Cambodgiens comprennent de plus en plus notre démarche et c'est une cause de fierté pour nous. L'augmentation de la population, la modernisation des infrastructures et le développement économique du pays ont fait que les Cambodgiens se sont peu à peu éloignés des traditions liées à l'éléphant. Pour Airavata, il est important de reconnecter l'éléphant avec la culture khmer. Et c'est aussi ce qu'on veut promouvoir. Pour nous, il est très important de reconnecter les Cambodgiens avec cet animal emblématique de la culture, de l'histoire, de la religion du Cambodge. Ici, comme personne ne l'ignore, il y a eu les Khmers rouges, il y a eu l'occupation vietnamienne, il y a eu des périodes assez épouvantables et les gens se sont naturellement orientés vers de nouvelles choses liées autour de la survie. Et puis maintenant, en fait, on est beaucoup dans la société de consommation. Et là, à Airavata, c'est essayer de rappeler aux gens qu'il y a des choses qui sont importantes, qui sont ancestrales et qui seraient dommage de perdre en fait. Pour nous, on s'occupe des éléphants aussi parce que on a peur. Un jour, si il n'y a plus d'éléphants et aussi on perd de notre côté aussi. Parce que éléphant, c'est lié dans notre histoire. Vous pouvez voir les bas-reliefs dans les temples à Siem Reap, les autres provinces aussi, qu'il y a les éléphants et les humains sont très proches. C'est-à-dire les éléphants domestiques vivent avec les humains, avec les hommes. C'est comme les membres de famille aussi. C'est pour ça qui nous pousse, qui nous encourage aussi. Il faut aller en avant, même il y a des difficultés, des soucis, tout ça. Il faut essayer de travailler, de s'occuper des éléphants. Et aussi, la province de Ratanakiri, c'est très connu comme une des provinces dans le nord-est du Cambodge qui travaille, qui reçoit des touristes dans l'écotourisme. Donc, quand les touristes arrivent dans la province, ils veulent visiter les minorités, les maisons, les villages. Il y a les balades sur les rivières et aussi aller voir aussi les éléphants. Et quand il n'y a plus d'éléphants domestiques dans la province, c'est-à-dire qu'il manque une très grande chose dans le tourisme. Donc c'est pour ça qu'on va sur une autre direction. On travaille dans le tourisme, nous offrons des visites et des logements, la nourriture, tout ça. Mais en plus, c'est-à-dire on doit s'occuper des éléphants pour pouvoir offrir les activités concernant les éléphants. C'est un autre gros travail, mais c'est pour pouvoir aider, soutenir la province, soutenir le ministère du Tourisme aussi. Si la reconnexion entre l'homme et cet animal mythique au Cambodge est primordiale pour la conservation des traditions, la reconnexion entre l'éléphant et la forêt reste également un facteur déterminant de réussite. Même si cet animal est domestiqué, il est essentiel pour sa santé et son bien-être de rester en contact avec la jungle afin de satisfaire ses besoins fondamentaux. Je le disais tout à l'heure, l'éléphant, pour être pleinement un éléphant, pour en tout cas être un éléphant en bonne santé, il a vraiment besoin de la forêt. C'est pour ça que nous, on a choisi cet endroit à côté de la forêt de Katiang, parce que cet endroit où nous nous trouvons est à 300 mètres de cette forêt, qui est une forêt résiduelle de 150 hectares, mais qui nous permet de nourrir nos 4 éléphants presque toute l'année. Il y a des moments en saison sèche où la forêt, il n'y a presque plus rien à manger. En plus, il arrive que les gens la brûlent. Je dois dire que sans nos 4 éléphants, en fait, cette forêt résiduelle, qui reste parce qu'elle est assez encaissée, ça monte, ça descend, eh bien elle aurait disparu sans nos éléphants, sans notre projet d'éléphant. Dans la forêt se trouve toute une variété de plantes que l'éléphant va mettre toute sa jeunesse à apprendre à reconnaître avec sa maman. Nous, on l'a bien vu, en particulier après la naissance de la petite Noël. Sa maman Ikeo privilégiait des racines rouges de tel ou tel arbrisseau qu'elle mangeait en grande quantité. L'éléphant, c'est exactement ce qu'il lui faut à telle période de l'année.
Et la forêt, avec toute la variété des produits qu'il y a dedans, permet vraiment d'avoir une nourriture équilibrée qu'on n'a pas en zoo ou même dans les camps qui sont loin de la forêt où on va nourrir des éléphants avec des restes de l'agriculture intensive, de la tête d'ananas, des cannes à sucre. C'est très mauvais de donner des cannes à sucre de façon régulière à un éléphant. C'est comme si vous nourrissiez un enfant avec des bonbons Haribo. Par contre, en récompense, c'est très bien. L'éléphant adore ça, mais ça ne doit pas être quelque chose de normal dans son alimentation. Devenir propriétaire d'éléphants ne s'improvise pas du jour au lendemain. Une telle aventure ne peut commencer que par une prise de conscience. Présent depuis des années au Cambodge et imprégné de cette culture si particulière, Chenda et Pierre-Yves Clay nous racontent leur début. Eh bien, les éléphants, on est tombé dedans un petit peu par hasard, parce que, enfin, par hasard oui et non. Nous sommes des professionnels du tourisme d'aventure. Depuis les années 90, nous travaillons dans le tourisme au Cambodge, en particulier à Ratanakiri. Moi, j'ai longtemps été spécialisé dans l'accompagnement en jungle. Alors, j'ai commencé ma formation dans l'armée française et je l'ai perfectionné avec les tours opérateurs français qui m'envoyaient des clients. Et donc, forcément, travaillant à Ratanakiri depuis longtemps, on a vu des éléphants. On a travaillé parfois avec les éléphants, avec les gens qui en avaient, mais c'était pas du tout notre spécialité. Et puis un jour, quelqu'un qu'on connaissait est venu nous dire que si on ne faisait rien, les derniers éléphants de la province allaient disparaître. Donc on a effectivement, nous avons commencé par acheter une éléphante qui s'appelle Ikeo, au début on l'a approché avec, on était un peu inquiets, hein, et puis on a commencé à connaître Ikeo, qui est un éléphant adorable, et puis acheter un éléphant appelle d'acheter un autre éléphant. Au fur et à mesure des années, le projet s'est étendu en termes de territoire et s'est développé quant au nombre de personnel. Cette aventure à taille humaine a pour vocation de pérenniser ses activités afin d'assurer aux éléphants un espace vital minimal. Ici, on est à l'entrée d'Airavata. Airavata, c'est sur une superficie de 8 hectares à peu près, et une forêt de 150 hectares juste à côté. Ça va jusqu'à la rivière de Kating, ça dépasse la rivière de Kating de l'autre côté, là, jusqu'à la crête. Ça nous permet d'avoir un accès à l'eau toute l'année, de pouvoir laver nos éléphants. On plante aussi des bananiers, on plante des cannes à sucre, et puis ça nous permet aussi de loger notre personnel, parce que pour certains, ils viennent de villages à plus de 15 km, et quand on connaît l'état des pistes et le côté... en fait, la latérite mouillée, on dirait de la glace. Et nos gars ont souvent des accidents de moto, donc ils préfèrent loger ici. Là, on commence à avoir des familles qui s'installent. On a la veuve de notre ancien cornac Catouille qui va s'installer aussi. Nous avons à peu près 12 personnes qui travaillent sur site. 9 cornacs pour 4 éléphants seulement. Puis du personnel qui s'occupe un petit peu de gérer du jardinage, de recevoir les clients quand les autres sont occupés que les éléphants. Donc on a différents... D'un point de vue technique, on a une zone technique justement où on entraîne les éléphants chaque jour. C'est un petit corral pour gérer un petit peu les entrées et les sorties des gens autour des éléphants pour la sécurité. Et puis on avait un petit village qui permettait, traditionnel, un village de l'ethnie Breu, mais bon, il a mal survécu au Covid et aux termites. Donc là, on pense on va réparer ce qui peut l'être, parce que beaucoup de gens nous demandent en fait de pouvoir rester ici, vivre plus au contact des éléphants, faire du volontariat. Donc on s'oriente un petit peu dans cette direction. Il y a aussi des problèmes des fois qui sont liés à des incohérences. Il se trouve que dans la forêt protégée, il y a un champ illégal, mais dont on ne peut pas faire déménager les gens. Donc là, on essaye les propriétaires, donc on essaie de leur offrir de l'échanger contre un terrain que nous on a acheté, qui est légal, pour qu'ils puissent laisser ce terrain-là vacant et que nous, on puisse le reforester. Donc on fait des efforts de reforestation, on achète des arbres endémiques, puis après, alors on en a planté, il y a 4 ans, on en a planté plus de 2000 à l'entrée de nos 8 hectares là.
et ils sont plutôt bien portants. Progressivement, l'association s'est agrandie en adoptant des éléphants adultes et en accueillant un nouveau-né en son sein. Adultes, adolescents ou enfants, les éléphants ont une personnalité et sensibilité propres à chacun. Alors, à Iravata, nous avons 4 éléphants. Nous avons une femelle, Ikeo, qui a 41 ans maintenant. C'est le premier éléphant qu'on a eu. Puis Bokva, son petit ami, entre guillemets, un petit ami qui fait 5 tonnes. C'est le plus gros éléphant mâle du Cambodge, à l'état domestique. Et puis nous avons Kamsen, qui est un peu plus âgé, qui a une cinquantaine d'années, qui est un peu plus petit, 3 tonnes 8. Et nous avons la célèbre Noël qui est née il y a bientôt 2 ans, donc une petite femelle qui est née le 25 décembre, et d'où son nom. Un éléphant va devenir adulte autour de 15 ans. Alors il y a une maturité sexuelle qui est bien antérieure à ça, mais de ça on ne va pas parler. L'éléphant, psychologiquement, il est adulte et en taille aussi autour de 15 ans. Alors le cerveau d'un éléphant, là, encore une fois, il s'apparente pas mal à celui de l'homme. Je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, qu'il a 257 milliards de neurones. Ce qui fait pas mal. Alors l'éléphant est un animal un peu paradoxal parce que quand on le voit comme ça, c'est un animal très placide, mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur du cerveau et c'est un animal très sensible. Je me souviens par exemple d'Ikeo qui avait vu Bokva, son amoureux, se faire opérer de la tempe à côté d'elle. Eh bien, elle en a perdu le boire et le manger pendant 3 jours. Sur un bébé éléphant, c'est différent, ça a un petit côté chiot, ça joue, mais l'adulte, il est très placide. Par contre, il peut, surtout chez les mâles, il peut avoir un comportement qui va changer en une fraction de seconde, ce qui rend les mâles dangereux, contrairement aux femelles en fait, en général. Au sein de l'association, les éléphants bénéficient d'entraînements et de jeux éducatifs, permettant le travail à la fois physique et intellectuel de l'animal. Étant des êtres intelligents, il est nécessaire de stimuler en continu leur cerveau. Les exercices pratiques sont inspirés à la fois des traditions cambodgiennes et des nécessités modernes. Beaucoup de connaissances ont été transmises. On a fait nous-mêmes beaucoup de progrès, nos cornacs aussi. Et on est assez fiers du niveau qu'on a pu atteindre et un niveau qu'il faut toujours améliorer de toute façon, parce que les éléphants ont besoin du meilleur niveau de soins et d'entraînement. Et entraîner ces éléphants, en fait, ça se fait avec du renforcement positif, hein, comme pour un chien, sauf qu'on change le sucre ou la croquette par des tonnes de bananes ou de canne à sucre. Et les Bleus ont trouvé nos cornacs, en tout cas pour ceux qui sont restés avec nous, parce que forcément, des fois, il y a des rotations dans le personnel, il y a des gens qui, malheureusement, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui doivent changer de travail, mais ils se sont intéressés à tout ce qu'on a pu leur montrer, tout ce que Dan a pu leur montrer. On a maintenant, et l'entraînement de nos éléphants est passé à un autre niveau. Et entraîner des éléphants, c'est très très important. C'est un petit peu comme quand vous avez une classe, ça vous permet de mieux connaître les élèves. Quand vous leur apprenez à lever la trompe ou à lever le pied, toutes choses qui vont servir après quand le vétérinaire arrive. Hein. Vous comprenez mieux votre animal et ses faiblesses et ses forces. Et il y en a certains dont on pensait qu'ils étaient juste des grosses brutes et pas forcément intelligents, et bien c'était le contraire. Et avec l'entraînement, ils vont développer aussi, ils développent vraiment leur intellect. Et c'est passionnant de les soumettre à tout ça et de voir des éléphants et des cornacs évoluer. Et là maintenant, on a la petite Noël, dont on en reparlera tout à l'heure, qui pareil à son âge, elle a déjà commencé à lever la trompe et à savoir monter sur des troncs d'arbres et tout ça, en utilisant des petits morceaux de canne à sucre. Alors bon, à Iravata, tout d'abord, on est le dernier endroit au Cambodge où on maintient les traditions khmères autour de l'éléphant. C'est-à-dire que nous, on continue à travailler avec nos éléphants. On les monte, on organise des balades à dos d'éléphants dans la forêt. On les fait, de temps en temps, on leur fait tirer des billots de bois quand il y a besoin de réorganiser le camp. Quand Noël s'est aperçu qu'elle pouvait passer sous les grilles du corral, bon, on a tiré des gros rondins de bois. Ça, c'est les éléphants qui ont amené tout ça.
Et puis on les entraîne chaque jour en fait. Donc là il s'agit plus d'un entraînement intellectuel entre guillemets, où on va leur apprendre à lever la trompe sur demande, à lever les pieds, à donner les pieds, à faire des volts. C'est un petit peu le cadre noir de Saumur dans sa version cambodgienne, en toute proportion gardée. Et ça nous permet de développer l'intelligence de nos éléphants. Et d'avoir un contact plus étroit avec eux, de les connaître mieux aussi et de les préparer à des visites vétérinaires. Ce qui est très important quand le véto arrive et qu'il y a un problème, que ce soit un œil, un abcès, quelque chose. Des fois les éléphants se blessent dans la forêt, ils peuvent se percer quelque chose avec un bambou. Et donc si ça dégénère, que nous on n'arrive pas à régler ce problème, bon, un vétérinaire va venir et là il faut que lui-même soit en sécurité, donc c'est là que cet entraînement prend tout son sens. Nous on s'adapte un petit peu à la demande, donc il y a quelque chose sur lequel on ne veut pas transiger, c'est on ne veut pas se rendre aux faux arguments des talibans de la monte anti-éléphant, de gens qui vont nous dire ce qui est mal, ce qui est bien, en général sans aucune base scientifique. Souvent, j'entends dire que voilà, monter sur le dos des éléphants, ça leur détruit la colonne vertébrale. Bon, il faut savoir que la selle de l'éléphant ne touche pas la colonne vertébrale, elle est au moins à 20 cm de la colonne vertébrale. Elle repose sur la cage thoracique, qui est protégée. Alors bien sûr, on peut faire du mal à un éléphant en le faisant travailler trop longtemps avec des charges trop importantes. Mais ce n'est pas du tout notre but. Nous, nos éléphants, ils font partie de la famille. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils soient en bonne santé. Et il est très important pour eux de se dépenser physiquement, surtout pour les gros mâles qu'on peut avoir, qui des fois ont des périodes d'agressivité, dont j'ai fait les frais quelques fois. Eh bien, il est important qu'ils se dépensent physiquement pour être plus équilibrés. Donc c'est là que les balades dans la forêt, qui ne sont jamais des balades très longues, hein, en général c'est 2-3 heures maximum, et dans un milieu naturel qui ne va pas faire de mal au pied de l'éléphant. On ne va pas le faire marcher sur du macadam, il n'y en a pas. Par contre, il va grimper des pentes, il va descendre des pentes, c'est très bon pour ses muscles, pour son équilibre, et aussi pour la forêt, parce qu'un éléphant, ça mange, et comme ça mange 18 heures par jour, ça défèque beaucoup aussi, et comme ça digère très peu de choses, eh bien ça transporte des graines sur des longues distances, et c'est très bon pour régénérer les forêts. Contrairement à ce que l'on peut penser, un éléphant vit beaucoup plus longtemps en captivité qu'à l'état sauvage. Suivi sur le plan médical, les blessures d'un éléphant domestiqué sont systématiquement soignées et les maladies traitées par des vétérinaires. Son espérance de vie s'en trouve par conséquent améliorée. La durée de vie d'un éléphant, c'est un petit peu comme un homme, et puis c'est aussi comme un homme fonction de la vie qui a été la sienne. Donc un éléphant qui a travaillé très dur dans le bois à sortir des choses, qui a pu se blesser, se casser des pattes. Alors, une patte cassée chez un éléphant, ça ne se répare pas. Et sinon, un éléphant qui a beaucoup travaillé, qui s'est affaibli, c'est un peu comme un mineur de fond, et il aura une vie plus réduite. Alors un éléphant, en moyenne, à l'état sauvage, ça vit autour de 60 ans. À l'état domestique, ça vit plus longtemps parce que on s'occupe de tous les petits bobos qu'ils peuvent avoir, les infections des yeux, tout ça. Donc les éléphants à l'état domestique, le record c'est 86 ans dans un cirque. Donc ça va faire grincer des dents peut-être, mais dans les cirques on prenait extrêmement soin de la santé des éléphants. Les éléphants sont toujours sur des clés en bois où l'urine et les selles sont évacués, et l'éléphant ne macère pas. C'est très très mauvais pour lui d'être dans son urine et dans sa crotte. Et par la force des choses, un éléphant dans un cirque, ça coûte beaucoup d'argent parce qu'on a mis beaucoup de temps et d'efforts dans sa formation. Donc ils ont toujours fait très attention à la santé de leurs éléphants, et le record, à ma connaissance, c'est 86 ans dans un cirque. Sinon, ça peut mourir à partir de 50 ans, ça va dépendre de la nourriture qu'ils ont eue, et tout ça, voilà, comme un homme. Nous, les problèmes vétérinaires auxquels on est confrontés le plus souvent, en fait, ne sont pas vraiment des maladies. Alors, il y a des choses qui sont... de temps en temps, les éléphants peuvent avoir du sang dans leurs selles ou des parasites. Donc, il est très important de traiter nos éléphants comme on traite les humains, hein, au moins une fois par an ou tous les 6 mois. Leur faire avaler des comprimés antiparasites. Donc là, en général, on donne ça dans des petites citrouilles remplies de comprimés, pour qu'ils les gobent d'un seul coup. L'idée, c'est on donne d'abord une citrouille vierge, une citrouille plombée et une autre vierge.
Et comme ça passe tout seul. C'est une stratégie qu'on a mis longtemps à mettre en place. Parce qu'ils crachent souvent et ils sont malins. Les maladies, nos éléphants n'ont pas été malades. Des diarrhées si. Et en général, quand un éléphant a la diarrhée, eh ben, on le laisse tout seul dans la forêt pour qu'il mange les plantes qui lui conviennent. Et il suffit d'1 ou 2 jours et l'éléphant est à nouveau sur pied sans problème. Donc c'est de la naturopathie. Et sinon, on a des blessures. On a des éléphants. Alors les éléphants en mustes, donc c'est la période où leur testostérone est multiplié par 100. Donc ça, c'est pour les mâles. Hein. Pendant 3 mois, ils sont attachés parce que sinon, ils détruisent tout ce qu'ils rencontrent. Donc les éléphants là se blessent. Ils sont pris d'une fureur constante. Ils donnent des coups de pied, des coups de tête. Et donc là, ils vont se blesser, ils vont abîmer leurs ongles. Et après, après le muste, quand l'éléphant est redevenu un peu plus calme, bon, on s'occupe de réparer ça. Des fois aussi, dans la forêt, il y a des bambous qui sont coupés par les gens, donc ça fait des pointes qui rentrent dans leur chair. Donc ça peut faire des abcès, donc on traite des choses comme ça. Après les accouplements aussi, on a eu les accouplements étant répétés et intenses. La pauvre Ikeo, la dernière fois, elle avait le dos tout abîmé par les pattes et par les défenses de Bokva. Et il a fallu traiter ça avec des espèces de compresses imbibées de différents produits recommandés par nos vétérinaires. Mais jusque-là, on a eu de la chance, en fait, nos éléphants ne sont pas malades. Mais c'est vraiment, je pense, lié au fait qu'ils vivent dans la nature. L'attention, l'éducation et les soins apportés aux éléphants restent la plupart du temps invisibles aux yeux du grand public. Le plus souvent, les Occidentaux ont une vision erronée de la domestication et du rôle de l'éléphant au Cambodge. Encore aujourd'hui, beaucoup de fausses idées sans réel fondement circulent sur les réseaux sociaux. Des choses que les étrangers imaginent en fait par rapport au mauvais traitement qui serait systématiquement infligé aux éléphants. Il paraît que pour pouvoir monter à dos d'éléphant, il faut le torturer pendant des années. La réalité, elle est tout autre. À Iravata, nous continuons à faire travailler nos éléphants. Et dans le monde occidental, on passe des fois un peu pour des émules de Gengis Khan. Et les gens ne comprennent pas d'abord l'importance culturelle et historique que ça a au Cambodge. Ils ont construit leur pays avec les éléphants. Ils ont gagné ou perdu leur bataille avec des éléphants. L'éléphant est partout. Il est dans l'art, il est dans l'ébénisterie, il est dans les pagodes, il est dans la religion, il est dans la culture orale. Et cette disparition de l'éléphant est quelque chose qui peut être, qui est très très, comment dire, pour le pays, ce serait vraiment une perte terrible. C'est pour ça qu'Airavata travaille en ce moment à une période difficile, une période charnière en fait, où il reste une 50 ou 60 éléphants domestiques au Cambodge. Et Noël a été quelque chose. L'arrivée de Noël a été une bénédiction parce qu'il n'y avait pas eu de bébé né en captivité depuis 30 ans. Et puis après, il y en a un autre qui est né, qui est née à Mondolkiri, des amours d'un éléphant sauvage et d'une éléphante domestique. Donc tout ça, ce sont de très bons signes, mais on est très loin d'avoir une population qui soit pérenne. Et il va falloir réfléchir à comment ça peut être organisé tout ça. Mais oui, le problème qu'on a vis-à-vis de l'Occident, moi j'avais baissé les bras. On s'adresse en général, nous, Chenna et moi, à la communauté asiatique, qui eux comprennent ce qu'on fait parce que ça fait partie de leur gène, ça fait partie de la culture de tout le monde. C'est normal de monter à dos d'éléphant au Cambodge. Alors qu'en Europe, on est vu comme des brutes assoiffées de sang qui s'enrichissent sur le dos des éléphants. Si acheter des éléphants permettait de s'enrichir, ça se saurait. Au contraire, c'est quelque chose de particulièrement coûteux, et en temps et en soins, en tout en fait. Depuis qu'on a des éléphants, on ne pense plus qu'à ça. La vie de famille en est bouleversée. Dès qu'un éléphant a un petit problème, en particulier Noël, notre petite dernière, on fonce interroger les vétérinaires. On a la chance d'avoir de très bons vétérinaires cambodgiens au zoo de Phnom Tamao, avec qui nous avons pu établir une très bonne coopération, et ils sont très réactifs. Donc quand Noël ou sa maman pleure des yeux, que la langue semble grossir,
quelques messages, on sait. Et ça c'est très important pour nous. Et ça, c'est grâce à l'ONG Wildlife Alliance avec laquelle on a des rapports étroits. On a eu 2-3 pépins avec forcément des gens qui ne comprenaient pas. En fait, le problème de lever des fonds, surtout en France pour le Cambodge, c'est que les gens ont un petit décalage, ils sont un petit peu en retrait vis-à-vis de la relation homme-animal. Et du coup, il faut prendre le temps d'expliquer bien aux gens ce que nous faisons pour qu'ils puissent comprendre tout simplement et que cela leur soit pertinent en fait. Afin de subvenir aux besoins des éléphants, l'association Hervata organise régulièrement des événements et fait appel à toutes les bonnes volontés dans un esprit d'ouverture. Donc les gens peuvent nous aider comme ça, en payant des arbres, en envoyant des mandats, en faisant des transferts pour nous aider, surtout en saison sèche, quand on n'a plus de nourriture pour les animaux, il faut payer cette nourriture. Le tourisme est très mauvais en fait, depuis le Covid, c'est jamais revenu. Alors on a fait des efforts, nous-mêmes on est propriétaires, mon épouse et moi, de 2 hôtels qui bouchaient les trous causés par les éléphants. Là les hôtels ils sont pas au mieux. Donc toute l'aide est bienvenue. Après, alors l'aide financière, bien sûr, c'est essentiel, mais aussi les gens qui ont des vraies compétences, les vétérinaires, les comportementalistes, des experts en forêt. Tous ces gens-là sont les bienvenus à nous contacter parce qu'on a besoin de... Nous-mêmes, on a appris un petit peu sur le tas, on apprend tous les jours et c'est passionnant et on est content d'échanger avec des gens qui ont des compétences qu'on n'a pas et qui peuvent être utiles à nos éléphants. Les éléphants sont des créatures de la terre et de l'eau, de l'air et du feu, de la nuit et du jour, de la mort et de la vie. Ils sont des créatures de la mémoire et de l'oubli. Comme nous, ils sont des créatures de la pensée.